Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Jérôme Colleux, je suis consultant pour Kaspersky Lab France et aujourd'hui je vais vous présenter un sujet d'actualité que sont les attaques ciblées. Alors on verra aujourd'hui d'abord les facteurs de risque liés à ces attaques, comment ça fonctionne une attaque ciblée, comment on s'en protège, on va dire de manière générale, quelle stratégie on adopte. Et enfin, quelle est notre approche et comment nous, on propose une solution pour se protéger contre les attaques ciblées. D'abord, qu'est-ce qu'une attaque ciblée? On va parler d'attaque ciblée en fait de manière globale, lorsqu'il s'agit de récupérer de la donnée sensible ou de détruire de la donnée sensible, mais pas seulement. Et la spécificité de l'attaque ciblée, ça va être d'utiliser des moyens d'évasion des solutions de protection traditionnelles, mais également de mettre une forte présence de l'humain dans le processus, puisqu'on a, on va dire, une technique et un processus d'attaque qui va être dédié à évader tel ou tel, que ce soit une entreprise, une organisation, en tout cas une infrastructure. Donc tout d'abord, commençons par les facteurs de risque. Les facteurs de risque, on va commencer déjà par quelques chiffres pour que tout le monde voit un petit peu de quoi il s'agit, notamment en termes de ce que ça peut coûter une attaque ciblée. On voit que le coût moyen d'une attaque ciblée est très important par rapport au nombre d'attaques. Donc on a des attaques qui sont très efficaces du point de vue de l'attaquant, qui nécessitent du temps et de la préparation, mais qui sont très rentables pour eux sur le long terme. On constate également que on a un grand nombre d'attaques d'entreprises, de grandes entreprises ont subi des attaques ciblées dans l'année. 15%, c'est quand même beaucoup, sachant que 15%, c'est que ce qu'on a vu, et ce qu'on sait. Il y a aussi tout ce qu'on ne sait pas. On a des attaques qui peuvent rester parfois plusieurs mois, voire même plusieurs années sur un parc sans être détectées. Et enfin, de ce qu'on remarque, c'est que une attaque ciblée va quasiment toujours viser à faire de la fuite de données sensibles. On voit 85%, c'est assez énorme. Alors les données datent de 2015, donc c'est des données qui sont assez anciennes. Donc c'est les plus récentes que j'ai pour le moment, mais il faut savoir qu'on reste encore dans ces eaux-là. On ne détecte pas forcément beaucoup plus aujourd'hui qu'en 2015, mais ça va changer, on verra comment. En ce qui concerne les facteurs, donc on va discerner deux types. On va discerner les facteurs extérieurs à l'entreprise et les facteurs internes. Parmi les facteurs extérieurs, on va avoir notamment l'exploitation du facteur humain, c'est-à-dire le social engineering. Ça va être l'utilisation par exemple de phishing pour infecter les parcs informatiques ou alors récupérer de l'information directement. Ça, c'est le premier point. Ça, je pense que vous le savez tous parce que vous l'avez tous plus ou moins subi, ne serait-ce que par la messagerie avec des utilisateurs qui vont ouvrir des mails de phishing. Le deuxième phénomène qui lui aussi a été fait un peu parler de lui, mais plus sur la partie, on va dire, ransomware, parce que ça c'est vrai que c'est très à la mode, mais c'est également vrai dans le concept d'attaque ciblée, ça va être tout ce qui concerne le cybercrime as a service. Alors je reviendrai, je donnerai un exemple de malware qui fonctionne sur ce modèle-là. Mais en gros, ce que ça signifie, c'est que maintenant, on a démocratisé l'usage des malwares et on a tout un tas d'outils maintenant à disposition des cybercriminels qui n'ont plus besoin forcément d'avoir de hautes compétences pour pouvoir affecter leurs cibles. On a également les attaques sur les prestataires. Ça, c'est quelque chose qui souvent est un petit peu mis de côté, mais en fait, on utilise souvent les prestataires, donc des PME, qui vont par exemple se connecter chez des grands groupes pour accéder aux données des grands groupes. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment, sachant que ces PME n'ont pas forcément les mêmes moyens pour se protéger. En ce qui concerne les facteurs internes, on a la complexification bien sûr des environnements IT, puisque maintenant on va avoir du smartphone, du mobile, on va avoir du Linux, du Windows, du Mac, on va avoir des routeurs, on va avoir plein d'environnements qui vont faire que on n'a pas forcément une vision centrale de ce qui se passe sur l'archi. On va avoir de la sécurité ponctuelle, mais pas forcément d'outils qui centralisent bien. On a maintenant les technologies type SIEM qui existent, mais le problème de ça, c'est que le SIEM va faire certes de la collecte globale, mais pour obtenir de l'information pertinente sur une attaque en cours, c'est très très compliqué à configurer parce qu'il faut s'adapter à tous les environnements techniques. On l'a dit tout à l'heure rapidement, mais une attaque ciblée, il faut savoir qu'elle reste très longtemps sans être détectée. C'est le but de l'attaque, c'est de ne pas être détectée. Et on constate en moyenne, alors la moyenne on va dire 200 jours, ça va dépendre ensuite de la taille de l'entreprise, de l'ampleur de l'attaque, mais en moyenne c'est à peu près ça, donc 200 jours pour une attaque ciblée sans être détectée. Donc il y a un vrai déficit de détection aujourd'hui.
Malgré toutes les solutions de protection qu'on peut empiler, il y a un déficit de détection qui est flagrant. Et enfin, le fait qu'on se repose beaucoup aujourd'hui sur la sécurité périmétrique, par exemple sur des firewalls ou des next-gen firewalls qui possèdent des fonctionnalités type IPS, type sandboxing, etc., etc., mais qui ne voient qu'une portion du trafic. Ils ne voient pas, par exemple, le déplacement latéral d'un malware, c'est-à-dire un malware qui va infecter un poste et qui va ensuite se répandre sur le réseau. Ça, la sécurité périmétrique va avoir ses limites dans la détection à ce niveau-là. Donc voilà un peu pour brosser le portrait des risques aujourd'hui. Et donc comment ces attaques ciblées vont faire pour utiliser tout ce contexte à leur profit. En fait, ils vont utiliser, donc il faut bien voir qu'une attaque ciblée, ce n'est pas un malware, un client, c'est tout un outillage qui va être d'abord préparé, donc à la manière qu'un pen tester, par exemple, va tester votre réseau en utilisant différentes techniques, bah, un cybercriminel va faire de la même façon. C'est-à-dire qu'il va se préparer, il va se renseigner, récupérer de l'information sur les technos que vous utilisez, sur les outils que vous possédez. Ensuite, il va rassembler un outillage qui va lui permettre d'évader ses solutions, y compris les nôtres, hein. Il faut être très clair là-dedans. C'est-à-dire que on a aujourd'hui la possibilité, si on sait quelle solution de protection se trouve sur une machine, de tuner un malware pour qu'il puisse évader cette solution. On a également la partie infection, bien sûr. Donc on a parlé tout à l'heure de phishing, on va voir qu'il y a d'autres méthodes. Une fois qu'on a pénétré le périmètre, le fait de pouvoir se déplacer latéralement, d'augmenter ses privilèges, etc., etc. Donc ça, c'est l'outil qui va le fournir une fois sur place. Et derrière, on a également d'autres outils qui vont être utilisés par le cybercriminel pour laisser une backdoor, effacer ses traces et exfiltrer la donnée tranquillement. Donc, grosso modo, voilà, il faut voir ça comme un processus et non pas comme un malware unique. Et donc, on a besoin d'une vue globale pour pouvoir détecter tout ça. Qui attaque? L'important, c'est de voir que l'attaque, ça peut provenir d'endroits avec des objectifs très différents. Donc, on peut avoir de l'espionnage industriel, ça peut être de la revente d'informations confidentielles, destruction d'une partie de la production, dans le cas, par exemple, d'une production industrielle. On a tout type d'attaquants et tout type de méthodes pour infecter. On connaît beaucoup le phishing aujourd'hui, mais il y a des méthodes qui ne sont pas toujours mises en avant, en tout cas parce que peut-être moins visibles, mais qui sont tout autant dangereuses. Donc, je vais parler aujourd'hui, pour faire un petit focus, des attaques de points d'eau. Alors, qu'est-ce qu'une attaque de point d'eau? En fait, il faut voir ça comme le fait d'attirer sa cible à un endroit bien précis. Par exemple, StrongPT, qui est une des dernières découvertes de nos laboratoires en termes de malware. Donc ça a été découvert fin 2016, on a publié les résultats, donc ça a été découvert un peu avant. Et en fait, en quoi consiste ce malware? Il va consister en fait à infecter des sites de distribution d'outils tels que WinRAR ou TrueCrypt, donc des outils capables de faire du chiffrement. Pourquoi? Parce qu'on sait que notre victime, si elle fait comment dire, de l'échange de données sensibles, elle va le faire avec un outil de chiffrement. C'est-à-dire qu'elle va utiliser par exemple TrueCrypt pour chiffrer son archive voilà, son archive sensible. Et donc en fait, en fournissant des versions détournées de TrueCrypt et de WinRAR, en allant infecter les sites de distribution, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir télécharger son WinRAR ou son TrueCrypt, il va aller sur le site de WinRAR, qui le redirige vers un site de distribution, il télécharge son WinRAR, sauf qu'il se trouve que c'est un malware qui va en fait intercepter tout ce qu'on essaye de mettre dans l'archive et qui va le stocker en clair et l'envoyer en clair à un centre de commande et de contrôle. Donc ces attaques-là sont, on va dire, très raffinées parce que assez invisibles. Et en plus, on fait confiance en général aux sites sur lesquels on va télécharger, par exemple, ce genre d'outils, alors qu'en fait, les sites de distribution tiers ne sont pas forcément très bien protégés. Donc on voit, il a suffi de mettre quelques binaires sur le site, c'est italien, il me semble, de WinRAR et de TrueCrypt pour avoir plus de 600 systèmes infectés en une semaine, sachant qu'on sait pertinemment que les malwares infectés vont utiliser cet outil puisqu'ils l'ont téléchargé. Donc vont potentiellement l'utiliser pour protéger de la donnée sensible. Donc il y a un vrai risque derrière et il y a un rendement beaucoup plus efficace qu'avec une campagne de phishing. Le deuxième malware sur lequel je voulais faire un focus, c'est surtout pour illustrer en fait la partie as a service des malwares maintenant. Adwin, c'est un bon exemple parce qu'il a duré des années, il a été renommé plusieurs fois, il a été recodé, ça a été repris par d'autres
d'autres cybercriminels. Et en fait, ils proposent, on va dire, un malware à la carte, c'est-à-dire des techniques d'évasion de différents produits en faisant de l'obfuscation de code, du chiffrement, du chargement en mémoire, donc pas de fichiers à analyser, hein, tout est en mémoire. Il est écrit en Java, donc ça veut dire qu'il est multiplateforme. Il tourne sur du Windows, du Linux, du Mac, etc. Et il est actif depuis très longtemps. Il a été remanié plusieurs fois. Et en fait, il propose des plugins qui vont dire, bah, par exemple, vous voulez déployer ce malware via du phishing, on vous propose un kit qui vous fait tout. Vous voulez l'infecter via un serveur web, il propose le kit aussi pour le faire. Euh, vous ne savez pas comment ça s'installe, il y a un tuto sur YouTube, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, on n'a même plus besoin, si la personne mal intentionnée veut infecter une entreprise, elle a juste à collecter les informations, payer les plugins qui vont bien, prendre son contrat de support, et derrière, elle n'a même pas besoin de compétences techniques pour y arriver. Donc, ce qui élargit énormément le scope. Souvent, quand on parle d'attaque ciblée, on parle de quelque chose de très marginal, soi-disant, parce que ça s'adresse à des niveaux techniques très élevés, etc. Mais en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça, malheureusement, grâce à ces outils-là. Donc ça devient de plus en plus dangereux et le risque est de plus en plus grand. Alors bien sûr, là je vous ai un peu fait peur. L'idée c'est qu'on a des stratégies qui nous permettent de se protéger. Et donc là on va partir sur les conseils du Gartner. Donc le Gartner fournit ce type de stratégie avec en fait un cycle de protection, empêcher, détecter, réagir, anticiper, et des actions à mener dans chacune de ces étapes. Donc c'est du classique, hein, pour empêcher, il va s'agir, ça c'est ce qu'on fait actuellement, hein, d'ajouter des solutions de protection par exemple. Euh, Quand il va s'agir d'anticiper, ça va être par exemple faire des pentests, des audits de son parc, etc. Réagir, ça va être utiliser des équipes de réponse à incidents et la détection. Et c'est là que ça pêche en général, c'est sur la détection. C'est-à-dire que ces attaques sont faites pour être indétectables, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'elles utilisent plusieurs outils, parce que ces outils sont faits pour évader les solutions de protection. Donc, plutôt que d'aller chercher ces malwares et d'essayer de détecter ces malwares-là, il faut une approche combinée. Cette approche combinée va consister en continuant d'analyser bien sûr les malwares, parce que ça reste indispensable, mais aussi en regardant ce qu'on appelle les signaux faibles. Les signaux faibles, ça va être la connexion à un serveur de contrôle, ça va être, on va dire, un flux très important venant d'un processus, ça va être, on va dire, tout comportement anormal qui, de manière isolée, ne serait pas forcément signe d'erreur, mais combiné à tout ce qui se passe sur le réseau et corrélé entre les postes, les serveurs, le réseau, etc., va fournir une information. Et ça, c'est exactement l'approche, nous, qu'on veut apporter, c'est améliorer la détection de ces attaques. Donc, si vous avez lu la presse IT, vous devez avoir sûrement vu que voilà, nos laboratoires ont été la source de pas mal de découvertes en ce qui concerne des attaques type APT, donc des attaques très avancées. Donc on a comme ça pas mal de découvertes, pas mal de publications. D'ailleurs, je vous invite à regarder notre site, notre blog securelist.com, qui contient, on va dire, des informations et des rapports sur ces attaques-là. Et donc c'est pas mal pour la culture sécurité de lire ces articles parce que c'est d'une grande précision et c'est très informatif. Et donc vous voyez qu'en fait, depuis des années, donc là c'est nos 20 ans cette année, depuis des années, en fait, on fournit tout un tas d'informations avancées sur les nouvelles menaces. Pour ça, on se base sur un certain nombre d'outils en interne, donc des moteurs du machine learning, des choses comme ça. Et donc, on a une certaine expérience depuis maintenant plus de 10 ans d'avoir développé nos propres outils en interne pour détecter ces attaques. Et donc là, l'idée maintenant de nos produits, ça va être d'utiliser ce savoir-faire en interne pour le fournir non plus via soit notre cloud de réputation ou soit notre propre laboratoire, mais de fournir cette technologie aux clients en allant vraiment au plus près des infrastructures. Donc cette solution, celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Kaspersky Anti-Targeted Attack. Donc c'est une plateforme qui va en fait utiliser plusieurs techniques pour justement détecter une attaque. On va utiliser de l'analyse comportementale, par exemple, sur les postes et les serveurs, pour regarder justement ces fameux signaux faibles dont je vous parlais.
On va utiliser du sandboxing pour pouvoir aller au plus loin des malwares, pouvoir connaître leur activité précise. On va utiliser l'analyse du trafic réseau également pour regarder, par exemple, sur une attaque phishing, regarder quelles pièces jointes sont envoyées, regarder quels fichiers sont téléchargés également depuis, par exemple, un proxy ou ce genre de choses. On va utiliser également notre système de réputation dans le cloud pour avoir des statistiques globales sur ce qui se passe à l'extérieur, savoir quels sont les botnets, quels sont les centres de commande et contrôle, etc., etc. Et on va également faire de la corrélation de tout ça, c'est-à-dire que tous ces éléments mis aux quatre coins de l'infrastructure, on va être capable de corréler tous ces événements. Et grâce à du machine learning, de l'apprentissage machine, on va pouvoir détecter ces attaques. Je vais vous montrer l'architecture, ça sera même plus simple pour le comprendre. Donc on part de tous ces vecteurs possibles d'attaque, que sont le flux Internet, le flux email et les différents systèmes d'exploitation, donc serveurs et postes de travail. On va y placer des sondes de type réseau, donc tout simplement en IDS. Hein. On va y placer également des connecteurs réseau pour pouvoir récupérer par exemple de la pièce jointe. On va aussi avoir des sondes sur les postes. Donc ces sondes sont, c'est un petit agent en fait qu'on installe sur les différentes machines. Ces agents sont bien sûr indépendants de tout ce qui tourne sur la machine, c'est-à-dire que si vous avez, même si vous avez un antivirus, une protection qui n'est pas celle de Kaspersky, vous pouvez très bien faire tourner l'agent. Hein. Il ne s'agit pas de se substituer à l'antivirus ici. Donc on fait en fait de la collecte grâce à ces sondes. Et derrière, en fait, on a le cerveau vraiment de l'analyse. Ça va être composé de plusieurs éléments. Le premier, ça va être le centre d'analyse, donc le centre de corrélation, qui va en fait faire le scan anti-malware classique, ça c'est obligatoire, va également faire la corrélation des événements, tout un tas de mécanismes en interne qui vont permettre justement d'établir une traçabilité de l'attaque. Lorsqu'on a besoin de détonner des échantillons, donc de prendre par exemple des fichiers de pièces jointes ou des fichiers téléchargés et de voir au plus près ce qu'ils font, on va pouvoir les envoyer dans une sandbox. Donc une sandbox qui va virtualiser, va envoyer en environnement virtuel ce malware, va l'exécuter dans un environnement isolé et va être capable de déterminer les actions précises qu'essaye de faire le fichier, que ce soit un malware ou pas. Et enfin, on va utiliser donc ce que vous voyez tout en haut, c'est-à-dire KSN, donc Kaspersky Security Network. Donc ceux qui connaissent déjà nos solutions connaissent KSN, c'est notre centre de réputation mondial qui fonctionne avec tous nos produits, qui contient 1 milliard d'objets malveillants, 2 milliards d'objets sains, etc. Donc à la fois, ça va permettre de réduire les faux positifs, puisqu'on catégorise les applications, les objets, mais également d'avoir des informations en temps réel sur ce qui se passe. Si vous n'avez pas la possibilité de participer au Security Network, parce que Security Network c'est vraiment collaboratif, ça nécessite l'envoi de statistiques. Si vous ne souhaitez pas faire ça, il y a aussi le mode on-premise, donc local, qui s'appelle KPSN, comme Private Security Network. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'on a en fait notre base, au lieu de l'avoir dans le data center, elle est chez vous. Voilà. Toute cette analyse va donner lieu en fait à des verdicts. Et donc ces verdicts vont être soit dans notre console d'analyse pour consultation par une équipe de réponse à incident, soit sous la forme d'alerte, soit sous la forme de log qu'on peut envoyer dans un SIEM. Si vous avez un SIEM qui fait déjà de la collecte de log, mais sur lequel vous avez du mal à filtrer l'information pour obtenir des informations pertinentes sur les attaques, vous pouvez très bien utiliser nos logs pour avoir déjà de l'information déjà triée, et déjà filtrée et déjà pertinente. Et donc tout ça va être utilisé pour la réponse. Alors la réponse, bien sûr, c'est de l'humain, parce qu'on a vu que l'attaque, c'était également de l'humain dans le processus. Donc s'il y a de l'humain dans le processus d'attaque, il faut qu'il y ait de l'humain dans le processus de défense. C'est absolument obligatoire. Au niveau des différentes étapes, donc je l'ai parlé, la collecte, l'analyse, le verdict, la réponse. Pour préciser un petit peu plus sur la collecte, donc on a des sondes réseau IDS, des sondes ICAP et des sondes POP, SMTP pour la partie mail.
et donc cet agent qui s'installe sur les postes ou les serveurs. Au niveau de l'analyse donc du moteur central, on va être capable donc, de faire de l'analyse anti-malware, de faire de l'IDS pour détecter des attaques de type réseau, vérifier des certificats, importer ses propres règles. Donc par exemple, si vous avez des IOC, vous pouvez en faire des règles YARA, ce qu'on appelle. Donc YARA, c'est un standard pour créer ses propres signatures d'attaque ou de malware. Donc on peut importer ces règles YARA. On a également un moteur qui va nous permettre d'analyser tout ce qui est sur les plateformes Android, donc, qui s'appelle RiskScore et qui va permettre d'analyser les fichiers APK. Targeted Attack Analyzer, donc ça je vais en parler juste après, la sandbox également, et donc KSN, la partie réputation dans le cloud. Ce qui est à noter sur la partie verdict, c'est la possibilité d'exporter en syslog. Donc c'est important parce que c'est un format hyper standard, donc normalement les SIEM ont tout ça. Et sur la réponse, en fait, on va non pas pour l'instant fournir de solutions de protection. L'idée, nous, c'est de mettre de l'humain pour le moment, donc en fait, ça va être sous forme de service. Donc, je vais vous montrer un petit peu rapidement sur le dernier slide, je vais en parler un petit peu plus, et on pourra en parler après dans la session de questions-réponses. Et vous allez voir, en fait, il nous faut vraiment du service pour faire l'analyse de ces verdicts, donc que je vais vous montrer tout de suite. L'analyseur, donc la corrélation des informations, on va regrouper des événements liés entre eux, on va pouvoir associer des événements qui sont anodins de manière isolée, mais qui ensemble vont indiquer une attaque en cours. Et on va faire ce qu'on appelle l'analyse des métadonnées. C'est-à-dire qu'on va regarder non pas le contenu d'un fichier, non pas le contenu d'une trame réseau, mais les entêtes, qui est la source, qui est la destination, quels sont les ports utilisés, etc., etc. Comme ça, même si on a du trafic qui est chiffré, ces entêtes-là ne sont pas forcément chiffrées, donc on va pouvoir, comme ça, récupérer des infos sur le trafic. La sandbox. Donc la sandbox, ça c'est bien sûr un élément capital dans la détection, puisqu'il va être capable d'aller très très loin dans l'étude du malware. Il faut savoir également que, comme tous nos produits, il est développé par notre laboratoire de R&D, hein. Il ne s'agit pas d'une techno rachetée ou d'un partenariat avec un éditeur tiers. Et non seulement il a été développé en interne, mais en plus depuis très longtemps, puisqu'en fait c'est ce qu'on utilise pour notre solution en interne. Donc ça fait plus de 10 ans qu'il est développé, utilisé, etc. Donc très robuste et capable de détecter des choses très avancées. Elle va être capable aussi de virtualiser donc, des environnements XP, S7, 32 et 64 bits. Je vais vous montrer quelques screenshots maintenant de la console. À défaut d'une démo, si vous voulez une démo, on pourra la faire peut-être si ça vous intéresse, voilà, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message et puis on fera peut-être une démo un peu plus longue. Là, l'idée, c'est juste de vous donner un aperçu donc, de la console. On est sur de la console web avec des informations qui se veulent simples, mais qui peuvent aller très loin dans le détail. Pourquoi? Parce que là, on va s'adresser à une équipe, par exemple, de réponse à incident ou à une équipe SOC qui va devoir avoir de l'information très précise pour effectuer de la remédiation. Donc, on a des statistiques sur les détections sur tout un tas d'informations globales. Derrière, on a le détail d'une attaque avec la possibilité, là c'est pour illustrer le fait que si on a par exemple une pièce jointe qu'on voit dans un mail, mettons, on va pouvoir avoir un lien qui va nous emmener sur Virus Total. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais voilà, on a des interactions également avec d'autres services type Virus Total. Et ensuite, la sandbox, elle, va donner des informations très détaillées. Donc là, on le voit par exemple ici, où en fait le malware a été exécuté dans une sandbox. Donc ici, ça va être dans un environnement XP SP3. Et on est capable de dire, voilà, le processus, il a été écrire telle partie de code dans tel fichier, il a changé tel paramètre système, etc., etc., etc. Donc là, on a de l'info très précise, ce qui fait que lorsqu'on va faire la remédiation, il suffit de reprendre ces infos, de regarder où a écrit le malware, qu'est-ce qu'il a fait, et derrière, on va pouvoir faire sa remédiation assez facilement pour le coup, puisqu'il suffit d'avoir des outils type sysinternal, le log ici, et on va pouvoir remédier très facilement le poste. On a également la possibilité de générer de la trace très avancée sur ce qui se passe donc, dans la sandbox, hein, avec tous les fichiers générés, les logs, les trames réseau, etc., les résolutions DNS, toutes ces choses-là.
Là, étant donné que c'est un produit qui est quand même assez récent, on avait besoin aussi de le faire tester par des labos indépendants pour pouvoir prouver justement que notre qualité de détection, elle date déjà d'il y a 10 ans, donc elle est déjà, même si c'est qu'une version, on est pour l'instant en version 1.0.1, on a déjà une détection qui est déjà très avancée pour une première version. Et donc ça a été confirmé par le laboratoire ICSA Labs, qui est un laboratoire de Verizon, il me semble, et qui donc a certifié notre produit en le testant techniquement. Donc il ne s'agit pas juste d'un comparatif de datasheet, hein, il s'agit vraiment d'un test, d'une démo. Donc ils ont créé un environnement de test, ils ont fait donc, une trentaine de jours de simulation, ils ont balancé des attaques avancées, des faux positifs également, et ils ont regardé un peu ce qui se passait. Et il se trouve qu'on a eu un très bon taux de détection, et à mettre aussi en parallèle avec le faible nombre de faux positifs. Parce que c'est sur ce genre de techno, sur du machine learning, etc., en général, on a des soucis de faux positifs. Là, on a, notamment grâce au cloud de réputation, la possibilité de réduire ces faux positifs. Et donc, on a un très bon ratio détection faux positifs. Pour terminer, on a vu tout à l'heure la roue du Gartner en termes de protection contre les attaques ciblées et de manière générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous ai présenté, je vous ai fait vraiment un focus sur la détection, parce que pour moi, c'est vraiment le point central, le manque, on va dire, aujourd'hui dans les infrastructures IT. Mais il y a également la possibilité d'utiliser nos services pour avoir une stratégie complète. Donc on va faire, par exemple, sur la partie prédiction, on va être capable de faire de l'audit, du pentest très avancé par rapport à des secteurs d'activité ou des métiers bien précis. On va pouvoir faire de la réponse à incident, de l'analyse de malware, etc. pour la partie réponse. Et ce sur quoi je veux attirer votre attention pour la fin de ce webinaire, ça va être sur notre service qui s'appelle Kaspersky Managed Protection. Là, on l'a vu très rapidement parce que le but c'était de vous brosser un portrait rapide, mais quand vous regardez les informations que peut donner une sandbox, etc., il faut quand même un certain niveau technique pour pouvoir interpréter ces résultats. De la même manière, si vous avez des solutions de protection anti-malware classiques, normalement vous vous rendez compte on se limite souvent à est-ce que mes postes sont à jour? Est-ce que je fais mes scans régulièrement? Mais l'étude vraiment de ce qui se passe, des malwares qui s'exécutent, de leurs liens entre eux, de campagnes éventuelles de malware, de faire tout ce travail-là d'analyse de fond, on n'a souvent pas le temps de le faire, ou pas les compétences, ou les deux. Eh bien, Kaspersky Managed Protection, ça vous permet en fait de rajouter une couche de service par-dessus ça. Donc ça va être compatible avec donc Anti-Targeted Attack, la solution que je viens de vous présenter, mais également avec Endpoint Security, qui est notre produit pour les postes de travail et serveurs. Et donc en fait, ça va être une extension du Security Network, donc notre cloud, sur lequel en fait vous aurez juste en fait à accepter on va dire mettons le contrat Managed Protection. Et derrière, en fait, on va utiliser les informations remontées par Security Network plus des informations d'événements pour remonter d'éventuelles attaques ciblées en regardant certains signaux. Donc, si on n'a que Endpoint Security, on ira forcément moins loin qu'avec Anti-Targeted Attack parce qu'on n'aura pas la sandbox, parce qu'on n'aura pas tout ça. Mais on aura quand même une information bien plus pertinente et une analyse bien plus pertinente faite par des experts qui vous fourniront ensuite un rapport sur attaque, sur incident, etc. ou alors un rapport hebdomadaire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça marche que ce soit sur votre plateforme Kaspersky Endpoint Security si vous en avez une, ou alors sur Anti-Targeted Attack. Donc ça vous permet soit de faire un accompagnement dans l'analyse des alertes, etc. Ou alors, si vous avez juste une solution de protection et que vous ne pouvez pas forcément investir dans une plateforme de détection, ça vous fait un bon complément, puisque comme ça, vous pouvez vous rendre compte si une attaque essaye d'évader votre solution de protection. On en a terminé pour la partie présentation. Maintenant, je vais passer aux questions. Donc, vous avez normalement une section questions-réponses sur Cisco WebEx. Donc, je vais maintenant regarder ce qui a été posé comme question. Donc là, j'en ai deux. Est-ce que les anti-sandbox sont gérés? Est-ce qu'il y a une manipulation temporelle possible pour les binaires qui attendent un certain uptime? Alors, en ce qui concerne les anti-sandbox, en fait, on a plusieurs méthodes pour faire du sandboxing. On va faire soit de l'émulation, soit de la virtualisation.
Nous, on est sur de la virtualisation, donc ce qui veut dire qu'on virtualise un environnement bureautique standard. Après, sur la partie manipulation temporelle, étant donné qu'on va tracer toute l'activité, on trace également la tentative d'une manipulation temporelle, oui. Donc c'est là-dessus, on va être à un niveau au-dessus de la simple émulation. Parce que le problème de l'émulation, c'est que bah, ça nécessite de, par exemple, si vous avez un malware Java comme Adwind, que j'ai présenté tout à l'heure, mais le problème d'un malware Java, c'est que quand on veut l'émuler, bah, il faut également importer toutes les librairies Java, toutes les prérequis Java, et ça, dans un émulateur, c'est pas possible. Alors que dans un environnement virtuel, on a déjà bah, une suite Office, un Java, un Flash, un Adobe Reader, etc. Et donc, on peut vraiment simuler le comportement plus facilement. Votre solution casse-t-elle les tunnels SSL pour capturer le trafic, notamment sortant, que ce soit pour du chiffrement maison par un malware ou bien pour des protocoles standards? Alors, on n'inspecte pas les trafics chiffrés, c'est-à-dire la donnée chiffrée à l'intérieur de la donnée. Par contre, donc ça c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le moteur de corrélation, lui, fait de l'analyse des métadonnées. Donc la métadonnée, les IP sources, destinations, toutes les entêtes en fait des trames, celles-ci ne sont pas chiffrées, même. Et ensuite sur la partie tunnel, bah, effectivement, l'intérieur du tunnel on ne le verra pas. Par contre, les entêtes, la génération d'un tunnel, etc., on aura bah, les IP sources, destinations. Donc on peut avoir quelques éléments, même si effectivement on ne casse pas à l'intérieur des tunnels SSL, parce que ça nécessiterait en fait de le faire de l'interception. Euh, et donc de se substituer, de faire du man in the middle. Ce qu'on fait également pour la partie HTTPS ou flux mail chiffré, c'est qu'en fait, comme on a ces fameux connecteurs ICAP ou connecteurs POP SMTP, on a la possibilité, par exemple, si vous avez une passerelle proxy ou une passerelle mail, de rediriger les pièces jointes vers notre sonde. Ce qui fait qu'en fait, si le trafic est chiffré, la partie déchiffrement, rechiffrement, c'est le proxy ou la passerelle mail qui s'en occupe et non pas la sonde. Si la payload attend 2 jours pour faire quelque chose de malveillant ou si les actions malveillantes ne sont lancées qu'une fois sur 10 exécutions. Si la payload attend 2 jours, quand on l'exécute, on peut l'exécuter de plein de manières. On peut l'exécuter dans un temps réel. On va pouvoir l'exécuter également sur un temps plus long. Après, on a quand même une limite qui va être apportée par le verdict. C'est-à-dire que il y a certaines étapes effectivement sur lesquelles on va devoir attendre. Et donc, au bout d'un moment, si on attend trop, on a le fil d'attente qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit, et donc on a le verdict qui arrive que plus tard. Donc, on a un compromis qui est là pour détecter suffisamment bien ces malwares-là. Maintenant, on a quand même toujours une limite. Il y aura toujours une limite. Maintenant, si on reprend les résultats des tests effectifs sur des vrais malwares de la vraie vie, on obtient de super résultats par rapport à ça. Donc au final, on va pas être, tout le monde va être touché par ça, plus ou moins. Nous, en fait, sur le cas concret, on se retrouve avec des résultats tout à fait corrects. Comment s'inscrit ce module dans Security Center 10? Alors ça, c'est une très bonne question. Pour l'instant, c'est une plateforme qui s'inscrit à part. Mais, il y a un mais, euh, la plateforme de détection, là, elle est là pour donner des alertes, pour fournir l'information. Le Security Center 10, il va être là pour gérer les solutions de protection. Pour le moment, on est sur la détection uniquement, donc l'interaction avec Security Center n'est pas directe. Par contre, on va utiliser Security Center pour l'instant pour faire de la remédiation. Et sachant que l'étape numéro 2 du plan, là le plan c'est faire détection, puis ensuite, bien sûr, vu que c'est quand même notre cœur de métier, d'aller vers la protection. Donc de fournir les outils de remédiation également. Donc ça va être dans un deuxième temps, donc ça sortira sur courant de la fin d'année plutôt. C'est notre EDR. Et donc notre EDR, lui, devrait être justement managé par Security Center. Et c'est là qu'en fait la synergie se ferait entre notre solution de détection et nos solutions de protection. Est-ce que vous avez d'autres questions?
est-ce gratuit pour les clients Kaspersky? Vous voulez parler de Managed Protection, de Security Network, de Anti-Targeted Attack? De quoi parle-t-on? Anti-Targeted, non, Anti-Targeted, c'est une solution à part. C'est une solution à part. Donc après, le niveau licensing, ça va être sur plusieurs critères que sont le débit réseau, le nombre de users et le nombre de sondes qu'on va positionner. Quel est le ralentissement système engendré? On fait que de la collecte, donc on ne fait pas de calcul sur les systèmes, donc il n'y aura pas de ralentissement. Et en ce qui concerne les sondes réseau, bah, elles ne sont pas sur des équipements, donc là-dessus, il n'y aura pas de ralentissement à prévoir. La plateforme prend en charge la décapsulation protocolaire ou l'encapsulation. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on va utiliser nos connecteurs ICAP, par exemple pour l'HTTPS. Et en fait, il faut que le proxy fasse cette décapsulation et envoie le paquet en ICAP. C'est plutôt comme ça qu'on le voit. La présentation sera mise en ligne, bien sûr. Et alors oui, en ce qui concerne Managed Protection, donc c'est pareil, en fait, c'est un add-on de service. Donc c'est au même titre que vous achetez un contrat de support ou autre, bah, il y a un service Managed Protection et suivi d'un license agreement à accepter, parce qu'on a besoin d'un tout petit peu plus de données à collecter, notamment par exemple les events Windows. C'est tout pour les questions. Ou est-ce que vous en avez d'autres? De toute façon, si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, vous avez mon adresse qui s'affiche là sur la présentation. Vous n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des questions plus d'ordre, on va dire, commercial, c'est-à-dire que vous voulez avoir une estimation du prix de la solution, par exemple anti-targeted attack, vous envoyez un mail à info@kaspersky.fr ou à moi, au pire, je retransférerai si besoin. Ou alors, voilà. Si vous avez des infos techniques, c'est plutôt à moi qu'il va falloir les demander. Je serai ravi de vous répondre ou de vous faire une démo même, si vous voulez. Euh, D'ailleurs, je peux, si la technique me le permet, vous montrer notre plateforme. Là, je suis un peu ambitieux avec la technique, mais on va tenter. Voilà. Hop. Voilà. Normalement, là, vous devez voir mon. Donc là, c'est notre plateforme de démo hein, pour l'équipe consulting. En ce qui concerne plateforme de test, on va plutôt fonctionner en mode proof of concept. Donc, si vous êtes intéressé par la solution, on peut mettre en place un POC de la solution. Parce qu'en fait, une plateforme de test, oui, on a des VM de test avec des données pré-remplies, mais c'est pas forcément ce qui est très parlant. Par contre, ce qui est très parlant, ça va être de mettre des sondes chez vous et puis de regarder s'il y a des attaques en cours. Étant donné qu'on va pas, on n'est pas sur du bloquant, donc on ne va pas interrompre votre trafic ou quoi, l'impact est minimal. Par contre, vous pouvez récupérer des infos très très intéressantes. Comment configurer le KSC pour augmenter ces attaques ciblées? C'est protection, j'imagine. Pour un POC, vous avez besoin de quoi? Une VM? Oui, en fait, alors il y a une infrastructure qui est quand même, faut bien le voir, qui est quand même assez lourde parce qu'il y a quand même une corrélation de tous les postes, etc., avec tous les agents. En gros, on va avoir, nous, des virtual appliances. Donc, il nous faut juste un espace sur un hyperviseur, par exemple. On va pouvoir faire. Donc, on a une VM, par exemple, pour la sandbox. Et ensuite, alors, tout dépend de la taille du parc, hein, mais sur, on va dire, un parc réduit, on va avoir la possibilité d'avoir la sonde et le nœud central sur la même machine et la sandbox sur une machine à part. Et sur les grosses infra, on va avoir une sonde à part, le nœud central et la sandbox. Est-ce que les ransomware peuvent être détectés avec les agents typiques d'extension? Alors, excusez-moi, j'ai pas compris cette question.
Par contre, si la question porte sur anti-targeted attack, oui, on va pouvoir détecter les ransomware grâce à la sandbox. Après, c'est pas le but premier de la plateforme, parce qu'en fait, le ransomware, bah, son action destructrice, il l'a fait tout de suite. Et là, on est sur une plateforme de détection. Donc, comme on ne va pas le bloquer immédiatement, l'intérêt est limité. Par contre, ça peut vous donner une vue d'ensemble. Donc voilà, vous voyez, voilà, les événements, etc. Bah tiens, on a un downloader de crypto malware, etc. La sandbox ralentit-elle les machines? Non, parce qu'en fait, la sandbox, c'est une virtual appliance à part. La virtualisation des malwares, en fait, on ne le fait pas sur les postes, on le fait sur une machine séparée. Donc qui est dimensionnée pour exécuter des VM. La Kata plateforme est-elle inclue avec un achat de solutions de protection entreprise? Non, c'est une plateforme vraiment pour l'instant qui est à part. Les sondes se fixent où exactement? Combien en faut-il? Tout dépend de votre infrastructure. Tout dépend aussi de la licence que vous avez choisie, si vous avez pris une, deux, trois, quatre sondes. Et donc en fait, cette sonde, elle peut être... Alors, avec une sonde, on peut collecter plusieurs sources, hein. On peut collecter du réseau. Donc pour la sonde réseau, ça va être en miroir de port ou en TAP par rapport à un port réseau. Les connecteurs iCap, bah, c'est juste en fait, on est en écoute sur le port et ensuite votre proxy va envoyer le flux en iCap ou pareil en POP ou en SMTP pour les serveurs de messagerie. Et puis bah, pour les agents endpoint, bah, c'est un agent à mettre sur chaque système. Voilà. Et donc au niveau licensing, ce sont les sondes réseau qui sont comptabilisées et le nombre de users pour les sondes endpoint. Peut-on alimenter KPSN avec nos feeds? Alors KPSN, j'en profite pour faire un petit aparté. KPSN, on n'est pas dans la plateforme anti-targeted attack, hein, c'est encore un produit à côté, d'accord? Si vous voulez Private Security Network, oui, vous pouvez l'alimenter avec des... pour l'instant, c'est que des MD5, donc c'est un petit peu limité pour le moment, mais ça devrait... Et des URL, il me semble. Non, c'est que des MD5. Mais on va en rajouter très très rapidement là. Sur Private Security Network, l'urgence c'était déjà de fournir un cloud privé avant de faire de la réputation locale. Mais c'est la prochaine étape, oui, de faire. Donc là actuellement c'est que des. On peut rajouter des MD5 en local. Et par contre, l'inverse est possible, c'est-à-dire que vous pouvez très bien sur Private Security Network l'interroger avec un. Alors c'est un client REST, c'est une API en fait. Et donc vous pourrez interroger Private Security Network avec un script, avec un produit de sécurité qui fait du reste, etc. etc. Après, votre imagination est sans limite. Et vous pouvez interroger en fait la base pour récupérer des infos sur bah, des fichiers ou des URL. Voilà, et avoir nos verdicts. Et donc bah, alimenter vos différents équipements de sécurité, même si ce n'est pas les nôtres. Donc vous voyez là, je regarde la sandbox. On voit qu'on l'a exécuté sur un Windows 7. On voit qu'on l'a également exécuté sur une version 64 bits, etc. Et donc on voit que l'activité n'est pas la même suivant l'OS, suivant l'architecture. On voit dans le détail que par exemple ici on a rajouté des exclusions sur la partie pare-feu Windows. On voit également, est-ce qu'il y a une activité, voilà, il y a une activité HTTP puisque c'est un downloader, pour récupérer de la trame malveillante. On a des requêtes DNS, voilà, ici elles ne sont pas très parlantes, voilà, etc., etc. Donc on a de l'info très très précise qu'on peut récupérer. Maintenant, si j'ai pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là. Surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'infos. Voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous voulez aller plus loin dans ce qu'on est capable de faire, notamment sur tous les services. Là, j'ai pas eu le temps de vous présenter tout, mais il y a vraiment des choses très très intéressantes dont j'ai même pas parlé. Surtout sur la partie prévention, donc notamment éducation, sur laquelle on a des choses très intéressantes pour faire de la sensibilisation utilisateur. Et ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant et c'est une étape obligatoire aujourd'hui. Donc je vous remercie tous d'avoir suivi ce webinaire. On va vous fournir le lien de la présentation
On va vous fournir l'audio, etc. Tout ça, il y a pas de problème. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et à très bientôt.